Tchernobyl aurait pu être bien plus catastrophique. Une seconde explosion qui aurait pu rayer purement l'Europe de la carte. C'est ce que raconte la série Tchernobyl, une véritable course contre la montre pour l'empêcher. Haletant, dramatique et probablement exagéré. Tout part d'une théorie. Le cœur en fusion du réacteur 4 s'enfonçait dans le sol. Le risque, c'était que s'il touchait de l'eau, ça pouvait faire un gros boom. Il y a donc eu des opérations pour vidanger l'eau du sous-sol. Scène dans la série d'ailleurs. Mais beaucoup de spécialistes disent que jamais cette explosion de vapeur aurait été assez forte pour rendre inhabitable la moitié de l'Europe. Néanmoins, elle représentait bien un danger pour tous les gens sur place qui aidaient à contenir la catastrophe. Donc, pas de fin du monde esquivée de justesse cette fois-ci, mais les moments où l'avenir de l'humanité s'est joué à pas grand-chose, il y en a eu d'autres. On vous a déjà fait une vidéo sur les événements de la préhistoire, avec des météorites ou des éruptions volcaniques qui ont sérieusement mis en danger notre civilisation, mais est-ce qu'on a d'autres moments où l'humanité a failli disparaître? Sommes-nous ici à cause d'une incroyable chance, ou grâce à des personnes qui ont pris de bonnes décisions, ont fait un sacrifice au bon moment? Les maladies qui ont décimé le monde. Cette photo me fait mourir de rire. À droite c'est Nixon et dans la boîte de sardines, c'est les 3 astronautes d'Apollo 11, tout juste de retour de leur premier pas sur la Lune. Sauf qu'avant de pouvoir serrer la main du président et de recevoir gloire et honneur, ils ont dû passer 21 jours en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on craignait qu'ils ramènent un micro-organisme lunaire. Le risque était infime, mais imaginez si ça n'avait pas été le cas. Une forme de vie microscopique qui aurait pu contaminer notre ère ou nous transmettre une maladie inconnue. Un désastre. Il suffit de voir ce qui est arrivé au peuple d'Amérique. Pas immunisé contre les maladies d'Europe, 90% de la population décimée par des épidémies de variole, de grippe, de rougeole, en plus des guerres et des massacres. Aujourd'hui, on a bien conscience du danger depuis une certaine pandémie. Et pourtant, c'était ni la plus grave, ni la première fois que ça nous arrivait. À l'époque, on disait que le Covid-19 était la plus grosse crise sanitaire depuis plus d'un siècle. Mais de quoi on parlait? Le temps a dû leur paraître tellement long à l'intérieur. Tu penses qu'ils mangeaient que de la nourriture et des boissons en poudre? Pour manger, je sais pas, mais c'est sûr qu'on leur a pas donné du holly pendant un mois. Pourtant, ça leur aurait changé la vie enfermés dans leur caisson. Énormément de parfums différents, parfaits pour varier les plaisirs. En plus, ils sont transparents sur le contenu de leur formule. Que des arômes et des colorants naturels. Et pas de sucre ajouté, ça rend leur boisson bien meilleure pour la santé que les autres sodas du marché. Ça d'accord, mais ça remplace pas l'eau, donc je pense qu'ils devaient avoir un robinet là-dedans. Et bah parfait, comme ça ils pouvaient préparer eux-mêmes leur shaker. Un sachet de leur parfum préféré, 500 ml d'eau, tu secoues, et voilà. Surtout qu'il y en a pour tout le monde. La gamme énergie pour les charbonneurs, sans taurine ni caféine, mais avec la New Caf, la version qui évite les coups de fatigue, ou la gamme hydratation bourrée d'électrolytes, top après une séance de sport. Sinon il y a la Iced Tea à base de vrai thé ou la Milkshake pour une petite pause gourmande. Mon préféré, c'est celui à la fraise. Le pot est trop mignon avec l'axolote. En plus, il propose un pack découverte de luxe avec 57 portions pour tester quasiment tous les goûts. Tu peux même le moduler pour tester que les gammes qui t'intéressent. Une fois que t'as trouvé ton bonheur, tu peux passer au format pot qui contient l'équivalent de 50 canettes. C'est beaucoup plus écologique. Et pour tester tout ça à petit prix, vous avez les codes TRASH5 pour gagner 5€ sur votre première commande et TRASH10 pour 10% de remise sur toutes les suivantes. Le lien est en description si vous voulez recevoir la vôtre. 50 millions de morts entre 1918 et 1919, soit presque 3 fois plus que les pertes de la Première Guerre mondiale. La pandémie la plus meurtrière de notre histoire, la grippe espagnole. Elle a principalement touché les 25-40 ans, dont certaines célébrités de l'époque, le poète Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano. Même le président américain Wilson tombe malade en plein pendant le traité de Versailles. Heureusement, il s'en sort. On sait pas trop d'où la grippe est partie, probablement aux États-Unis. Or, à ce moment, ils envoient leurs troupes en renfort en Europe. Dans les tranchées, l'eau souillée, la saleté, les cadavres, les conditions de vie rendent les soldats très vulnérables. Certains sont renvoyés chez eux en permission, malades. Des bataillons entiers sont décimés en une journée. En ville, plus de médecins, plus de matériel, tout est au front. À Paris, c'est presque 300 morts qu'il faut enterrer chaque jour. On manque de cercueils, les cadavres restent plusieurs jours dans leur maison, on porte des masques pour se protéger, et les pouvoirs publics dans tout ça.
Bah, ils réagissent tardivement. C'est la fin de la guerre, on va pas venir perturber les troupes et l'effort. Comment fermer les lieux publics, comme les théâtres ou les bars, alors que la population veut fêter la fin des combats? Et surtout, on en parle le moins possible dans la presse. Il y a bien l'Espagne, pays neutre, qui mentionne cette épidémie dévastatrice, d'où le nom de grippe espagnole. Mais on cherche des responsables chez l'ennemi aussi, comme les Allemands qui auraient empoisonné des ravitaillements. Avec les derniers cas en 1921, c'est plus de 2,5% de la population mondiale qui a été décimée. Seulement, ça fait c'est peu pour la pandémie la plus meurtrière de l'histoire. La deuxième, c'est que 20 à 50 millions de victimes, mais c'est à peu près la moitié de la population mondiale de l'époque. La peste noire a défiguré le XIVe siècle et marqué le Moyen-Âge. Si vous avez vu notre vidéo sur les plus grands empires, vous connaissez la légende comme quoi elle aurait été ramenée par les Mongols, qui balançaient leurs cadavres malades par-dessus les murailles de Kaffa. Et vous savez aussi que c'est probablement faux, que la peste s'est propagée à cause d'un ensemble de conditions climatiques et commerciales. Elle est transmise par des puces, transportée par les rats qui se cachent dans les cales des bateaux qui traversent la Méditerranée. Si elle te morde, deux possibilités, la peste bubonique, où tu as des gonflements et des ulcères, mais si tes poumons sont touchés, ça peut dégénérer en peste pulmonaire. Et là, tu tousses beaucoup et d'un coup, tu la transmets à tes proches, à tes voisins. Mais dans tous les cas, tu ne tiendras que quelques jours, voire quelques heures avant de mourir. Pourtant, malgré les gens qui tombaient comme des mouches, l'église a essayé de maintenir le plus longtemps possible ses rites funéraires. Donc, pas de fosses communes débordant de cadavres, même si des régions ont été plus durement touchées. Et les médecins ne restent pas sans rien faire. Alors, ils ont pas encore leur costume iconique avec bec d'oiseau plein d'herbes et de plantes, mais ils se rendent chez les malades, essayant de comprendre ce qui se passe. Et en vrai, ils sont pas loin. Pour eux, c'est une transmission soit par l'air, soit par le contact. Bon, t'en as d'autres qui ont des théories plus surnaturelles, genre l'alignement des planètes, le passage d'une comète ou la colère divina. D'autres accusent la communauté juive d'avoir empoisonné l'eau des puits. À Strasbourg, en 1349, 2000 juifs sont brûlés vifs le jour de la Saint-Valentin. En 5 ans, la peste bouleverse la société. Des villages entiers disparaissent, les paysans récupèrent les terres et on a un nouvel essor agricole, d'autres quittent les campagnes pour la ville où on cherche de la main-d'œuvre. Les salaires augmentent, l'art devient macabre avec des représentations de défunts dansant avec la mort. Des princes et des rois sont morts de la peste, mettant à mal l'ordre social et hiérarchique. Si la maladie avait été encore pire, qui sait quel bouleversement aurait pu voir le jour des siècles en avance. La plus grosse tempête solaire jamais enregistrée. Des aurores boréales à Cuba et à Hawaï. Si fortes qu'on pouvait lire son journal en pleine nuit. Des pannes sur les lignes télégraphiques, des arcs d'étincelles qui blessent des agents paniqués et déclenchent des incendies. Voilà ce que tu aurais pu observer en août 1859 pendant l'événement de Carrington. On a remarqué des taches blanches à la surface du soleil avec des éclairs. On venait en fait de voir la plus grosse tempête solaire de notre histoire. Une décharge d'énergie équivalente à 10 milliards de bombes atomiques s'échappe de l'astre et vient percuter la Terre. Son champ magnétique est perturbé, interférant avec tout appareil électrique. Heureusement, peu de dégâts à déplorer en ce milieu de 19e siècle où encore très peu de technologies fonctionnent à l'électricité. Mais si aujourd'hui ça se reproduisait, les conséquences seraient désastreuses. Les scientifiques se sont penchés sur la question. D'abord, le système GPS serait complètement déréglé. Les avions et les bateaux qui parcourent le globe n'auraient plus rien pour se guider. Le risque de collision augmenterait avec des accidents, des crashs ou des dangers de marée noire. Et sans parler des armées qui utilisent le GPS pour leurs missiles. Ensuite, les communications satellites seraient perturbées et là, ça commence à être chaud. Ton téléphone, ta connexion internet, la télé, la radio, tout ça c'est déréglé. T'as une carte de crédit, même tes paiements seraient affectés. Et enfin, le plus dangereux, le réseau électrique. Fini les petites pannes sur le système télégraphique. Des surtensions endommageraient de gros transformateurs électriques, des régions entières pourraient être touchées. Et l'interconnectivité déclencherait un effet dynamo, plongeant des pays dans le noir complet. Les dégâts se chiffraient en plusieurs milliards d'euros, et il faudrait parfois plusieurs semaines pour tout réparer. Et là, on parle que de l'impact matériel, mais imagine la réaction des gens, la panique, le chaos, la désorganisation. Mais des plus petites tempêtes ont déjà eu ce genre d'effet à échelle réduite. En 89, 6 millions de personnes au Québec se sont retrouvées sans électricité, sans chauffage pendant 9 heures. Dehors, c'était l'hiver avec des températures en dessous de zéro. On était en pleine guerre froide, les communications ont été coupées, nous laissant vulnérables face à une attaque nucléaire.
Et tu veux vraiment flipper? En 2012, une tempête similaire à celle de Carrington a manqué de nous frapper. À une semaine près, la Terre se serait trouvée sur son passage et cela serait prise de plein fouet. Tout ce qui aurait été branché à une prise murale aurait disjoncté instantanément selon la NASA et aurait renvoyé la civilisation contemporaine au XVIIIe siècle. Les Troisième Guerre mondiale. Est-ce que tu savais qu'on est plusieurs fois passé à ça de basculer dans un conflit nucléaire? Oui, tout le monde le dit dès qu'il y a le moindre truc qui se passe dans le monde. Mais nos dirigeants ne sont pas idiots. Personne n'utilisera jamais le nucléaire, c'est une arme de dissuasion, aucun n'a l'ambition de détruire le monde pour si peu. Tu connais la crise des missiles de Cuba? Considérée par les historiens comme le moment où la guerre froide a failli dégénérer. En 1962, un avion américain remarque des choses bizarres sur l'île. Des rampes de lancement pour missiles nucléaires, à 200 km des côtes américaines. Depuis l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, Cuba est devenu communiste. L'URSS lui a donc livré de l'armement en secret qui menace son rival. Ni une ni deux, Kennedy annonce une quarantaine stricte autour de l'île et exige le retrait des missiles. Il fait bien exprès de pas dire blocus parce que ce serait une déclaration de guerre. Mais en face, Khrouchtchev ne va pas se laisser faire. Il ordonne à sa flotte de rester sur place et envoie des sous-marins. Les États-Unis passent en DEFCON 2, le plus haut niveau d'alerte avant la déclaration d'un conflit. Et la population, elle, est en panique. Déjà en mode apocalypse, les magasins sont dévalisés, on construit des abris de fortune, mais dans l'ombre, on privilégie la diplomatie. Kennedy réclame le retrait des missiles, Khrouchtchev que Cuba ne soit pas envahi. Un compromis est donc possible, mais les Russes ajoutent une condition. Le retrait des missiles en Turquie qui menace l'URSS. Soudain, un avion de reconnaissance américain est abattu au large de Cuba. C'est une erreur. Moscou n'a pas donné d'ordre de tirer, mais c'est peut-être l'étincelle de trop. Les militaires recommandent de répliquer. Le monde est sur le point de basculer. Mais ce pilote abattu sera la seule perte de la crise des missiles. C'est l'ancien ambassadeur américain de Moscou qui va convaincre Kennedy d'accepter les conditions sur la Turquie, quitte à ne pas les rendre publiques. De quoi offrir une porte de sortie honorable pour Khrouchtchev, qui lui non plus ne désire certainement pas l'apocalypse nucléaire. La diplomatie et l'empathie ont permis d'éviter le pire. Tu vois que les gens sont pas débiles. Un peu de bon sens, c'est tout. Tiens, tu connais forcément l'histoire de Stanislas Petrov. On est 20 ans plus tard. Stanislav, c'est l'officier supérieur d'une base d'alerte à une centaine de kilomètres de Moscou. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 83, les ordinateurs de la base repèrent un truc. Un missile nucléaire fonce droit sur l'URSS. Stanislav suit la procédure. Pendant que les informaticiens vérifient que c'est pas une erreur, il demande au radar au sol confirmation. Je ne vois rien à l'écran, les conditions d'observation sont très mauvaises mon colonel, je ne peux pas affirmer qu'il n'y a pas de missile. Et là, les radars satellites s'affolent. Ce n'est plus un, mais 5 missiles sur leur écran. Les informaticiens assurent que ce n'est pas un bug, les Américains ont attaqué, il faut riposter et vite, ou des millions de personnes vont mourir. Mais Stanislav ne fait rien. Je n'ai pas confiance en ces ordinateurs, on attend. Et lorsqu'enfin le premier missile frappe le sol soviétique, rien ne se passe. Fausse alerte, les ordinateurs avaient juste repéré le reflet du soleil sur les nuages. Stanislav a gardé son sang-froid. Pour lui, si les États-Unis avaient attaqué, c'est des milliers de missiles qu'il aurait vus, pas juste 5. En ne suivant pas bêtement les ordres, il a sauvé le monde. Et il ne sera jamais récompensé pour ça. Franchement, bravo à lui, parce qu'en 1983, c'était hyper tendu entre les USA et l'URSS. Déjà, Reagan qui les qualifie d'empire du mal, bon, ça donne le ton, mais surtout, quelques semaines avant, les Russes ont abattu un avion, tuant tous les passagers. C'était une erreur, ils survolaient une zone interdite. L'URSS l'a pris pour un appareil espion, il ignorait qu'il y avait 269 civils à bord, mais l'Amérique en a profité pour les antagoniser davantage. Donc c'était chaud à l'époque et ça a failli péter, à cause d'un exercice de l'OTAN, Able Archer. En gros, un scénario fictif de changement de direction au Kremlin, d'invasion de l'Europe de l'Est qui finit en guerre nucléaire. Pourquoi faire? Pour tester la rapidité de décision. Mais c'est pour de faux, hein. Pas de troupes déployées, pas de vrais dirigeants impliqués. Juste, on fait genre de sortir les avions et les missiles, on s'échange des messages radio avec des pauses comme si on réfléchissait vraiment, on essaie de rendre ça crédible. Trop crédible même. Parce que pendant l'exercice, qui dure quelques jours au début de novembre, les soviétiques ont quand même remarqué qu'il y avait de l'agitation.
Qui dit guerre froide dit espionnage, mais bon, ils ont été prévenus qu'il y avait un exercice, c'est pas la première fois que l'OTAN fait ça. Sauf que là, vu le contexte tendu, le côté hyper réaliste de la simulation, ils ont eu peur que Able Archer dissimule une vraie attaque. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déployé leur propre arsenal. 11 000 ogives nucléaires en alerte maximale de combat. Juste au cas où. Les États-Unis, ils voient ça pendant l'exercice et ils sont confus. Mais les Russes, ils savent qu'on bluffe là? Ou ils font semblant de pas comprendre qu'on bluffe? Et là, on cite souvent un homme, Léonard Perutz, qui va faire comme Stanislav Petrov, garder son sang-froid et ne rien faire. Pas augmenter le niveau d'alerte américain et juste attendre la fin de l'exercice. Ça serait trop bête d'entrer dans une troisième guerre mondiale juste parce que l'OTAN a trop bien fait sa simulation. Ça c'est la version occidentale qui dit que la paranoïa des Russes a failli causer la fin du monde. Mais d'autres historiens ont un regard plus nuancé. Les soviétiques ne pensaient pas qu'il y avait une réelle menace de frappe nucléaire de l'OTAN. Aucun avion ne décolla et l'alerte fut même levée en plein pendant l'exercice. Donc, on n'est pas passé loin, oui, mais la paranoïa, elle est peut-être aussi chez les Américains. Pourtant, en 2022, le secrétaire général de l'ONU disait que l'humanité est à un malentendu, une erreur de calcul de l'anéantissement nucléaire. Avec les conflits qui se multiplient et l'armement nucléaire qui prolifère, on pourrait croire que l'humanité court à sa perte. En plus, vu les dirigeants des grandes puissances qu'on a, c'est tout à fait le genre de personnalité qui pourrait appuyer sur le bouton rouge sur un coup de tête. C'est déjà arrivé en 1995. Les Russes avaient repéré une fusée lancée au large de la Norvège, ils ont cru que c'était les Américains, ils ont sorti la mallette et le président a appuyé sur le bouton pour lancer la riposte. Au final, ils ont abandonné à 6 minutes de lancement. Vu sa trajectoire, l'engin n'aurait pas atteint le sol soviétique. Et ils ont bien fait, c'était pas du tout un missile nucléaire, mais une fusée scientifique, donc pas de menace militaire. Le nucléaire est trop dangereux pour qu'on joue avec comme un bâton. On le sait, il y a toute une chaîne de commandement qui évite que ça arrive, quelqu'un va forcément faire le bon choix, malgré la pression. Mais c'est quand même ouf de se dire qu'on crée nous-mêmes des technologies capables de nous détruire. En voulant rendre le monde plus sûr, on s'est rendu plus vulnérable. Tiens, regarde le discours autour de l'IA. Il y a bien des spécialistes qui prédisent qu'elle sera autonome et capable de nous remplacer dans quelques années. Oui, mais le scénario IA 2027 n'est pas là pour nous dire qu'on est foutu parce que ça y est, on a créé Skynet. Mais plutôt pour nous questionner, nous amener à réfléchir pour justement ne pas en arriver là. De même, faut pas voir tous ces événements comme la preuve qu'on a juste eu de la chance et que demain, c'est peut-être la fin. On peut aussi voir la preuve qu'un militaire peut ne pas suivre la procédure, que nos dirigeants peuvent choisir la diplomatie plutôt que la guerre, que des médecins sont prêts à mourir pour soigner des gens, que face à l'inconnu et à la puissance du cosmos, les scientifiques continuent de chercher. Notre résilience, notre capacité d'adaptation, notre sens du sacrifice, notre empathie nous ont autant permis d'aller aussi loin que le progrès technologique. L'avenir de l'humanité est entre les mains de chacun, à nous de prendre les bonnes décisions.